Vous le savez, il y a une accélération des obligations extra-financières des entreprises. On peut penser que ça ne concerne que les grands groupes, mais ça concerne toutes les entreprises en réalité. Nous allons parler de la CSRD avec 2 experts qui, en 30 minutes maximum de questions-réponses avec moi, vont tout vous expliquer. Et je pense que vous sortirez de là avec les idées beaucoup plus claires. Voilà. Alors, je vais les appeler l'un après l'autre. Elle est directrice générale de l'agence de notation financière et extra-financière Inbonis Rating. Veuillez accueillir Emmanuel Bonal. Il est directeur général de l'agence Limite, une agence conseil en communication responsable. Il est également membre de la commission RSE de l'AAACC. Vous allez m'expliquer ce que c'est, parce que je ne l'ai pas, l'acronyme, là je suis désolée. Venez nous rejoindre, Xavier Gay. Alors, je vais m'asseoir avec vous. J'espère que je vais m'en sortir avec mes histoires de micro et d'iPad. Pardon à ceux à qui je tourne le dos, je suis un peu confuse. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous pouvez me dire ce que c'est l'AACC ? L'Association des agences conseils en communication, c'est une organisation qui a des liens forts avec le MEDEF, puisque membre du MEDEF. D'accord. Voilà. Et cette association professionnelle réunit des agences de communication sur à peu près tous les métiers. D'accord. En effet, la communication est importante en matière de RSE, même si, voilà, c'est pas que de la communication. Enfin, on va en parler justement. Alors, je voudrais savoir de quoi on parle quand on parle de CSRD. Moi, je ne suis pas une experte. Je pense que dans le public, tout le monde n'est pas expert de ce sujet. On parle de quoi, au juste, quand on parle de CSRD ? D'abord, vous. On parle d'une nouvelle directive européenne, une directive qui en fait prend la suite d'une directive antérieure qui était déclinée en France par la DPEF, déclaration de performance extra-financière, que peut-être une bonne partie d'entre vous connaissent ou ont entendu parler. Cette nouvelle directive, elle élargit d'abord le scope et puis elle élargit le nombre d'entreprises directement concernées. Mais, et on aura l'occasion d'y revenir, et c'était votre mot d'introduction, il ne faut pas regarder, en ce qui concerne la CSRD, uniquement les entreprises qui sont, j'allais dire, directement dans les critères posés par elle, mais bien au-delà de ça, toutes les entreprises qui indirectement vont être touchées parce que faisant partie de la chaîne de valeur d'entreprises directement concernées. On va en parler. Voilà. J'aimerais vous donner la parole, Emmanuel Bonal. C'est quoi la différence avec l'ESG ? Alors, je ne sais pas si on doit parler de différence ou de complémentarité, puisque cette directive européenne a pour but de reporter de façon plus transparente sur la durabilité environnementale et sociétale des entreprises. Donc, elle intègre les critères ESG. Maintenant, effectivement, c'est quelque chose qui est différent des notations ESG auxquelles les entreprises peuvent avoir recours et qui sont faites par des tiers indépendants comme toutes les agences de notation. Et qui ne sont pas, on va dire, obligatoires d'un point de vue réglementaire. Exactement, D'accord. Mais qui par contre vont servir à tout l'écosystème financier pour notamment aller chercher des financements à impact, oui, et pour évaluer... Parce que les banques le demandent. Exactement, les banques, les fonds, les investisseurs. Aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure du monde financier. Moi, je voudrais comprendre pourquoi vous me dites que les PME, les TPE sont concernés par ces réglementations, alors que, en tout cas, pour ce qui concerne CSRD, mais aussi peut-être l'ESG, on n'est peut-être pas obligé, en tout cas, d'un point de vue réglementaire. Alors, effectivement, d'un point de vue réglementaire, comme bien souvent en France, on a un certain paternalisme envers les PME, où on se dit, oula, les PME, on ne va pas les contraindre trop fortement. Et donc, d'un point de vue réglementaire, la CSRD, c'est pour toutes les grandes entreprises, et sont entendues par en grandes entreprises, les entreprises qui font plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont plus de 250 salariés et qui ont un total bilan de plus de 20 millions d'euros. Mais la grosse différence entre la CSRD et la DPEF, c'est que la DPEF ne reportait que sur les activités qui étaient propres à l'entreprise.
Là, les entreprises qui vont être soumises à la CSRD vont devoir pouvoir reporter sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Ouais, c'est ça, leurs sous-traitants et tout ça. Voilà, leurs clients, leurs fournisseurs. Donc ça veut dire qu'une PME qui travaille pour une grande entreprise, donc grande entreprise à partir de 40 millions, donc tout est relatif, oui, ce n'est pas la grande entreprise. Il y a un calendrier quand même. Il y a un calendrier, qui, oui. D'ici 5 ou 6 ans, ça va être de moins en moins... Jusqu'en 2028, oui, tout à fait. Mais si je peux ajouter un mot là-dessus, une des raisons qui fait que toutes les entreprises sont concernées, c'est que au-delà de la CSRD en tant que telle, cette directive, elle montre bien, j'allais dire le sens de l'histoire, en tous les cas le fait que ça confirme, si tant est qu'il y ait besoin de le confirmer, mais qu'on va aller vers une pression normative et réglementaire de plus en plus forte sur ces sujets-là, y compris pour des encore plus petites entreprises. Donc prendre le train en marche aujourd'hui est absolument fondamental pour l'ensemble des entreprises, et le cadre que pose la CSRD présente un certain nombre d'avantages, enfin en tous les cas. Le calendrier, sur le côté obligatoire réglementaire, en 2 mots, c'est quoi? Donc on a dit jusqu'en 2028. Exactement. Alors la directive est entrée en vigueur au 1er janvier 2024, mais les premières entreprises doivent rendre leur premier reporting à partir du 1er janvier 2025. Et là, il ne s'agit que des entreprises qui étaient soumises à la DPEF et du coup de leur chaîne de valeur. Donc leurs fournisseurs, leurs clients et tout ça. Okay. C'est pour ça que peut-être qu'il y a des dirigeants dans la salle qui ont eu des questions de la part de certains grands comptes avec lesquels ils travaillent par rapport à cette nouvelle directive-là, parce qu'ils doivent reporter sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc ça veut dire qu'en tant qu'une PME, si vous n'êtes pas en mesure de répondre à ces questions, vous demain, perdez vous pouvez perdre le marché. Donc vous pouvez perdre du business. Alors, en 2028, ce sera obligatoire pour qui ? Et en 2028, ce sera obligatoire donc pour toutes les grandes entreprises au sens qu'on a défini précédemment, pour toutes les PME cotées et pour toutes les PME qui sont filiales d'entreprises qui doivent reporter à la CSRD. Donc tout ce scope-là devra être intégré. Et donc par ricochet, à mon avis, un plus grand nombre d'entreprises, voire toutes. Alors comment, quand on est une PME ou une TPE, ne pas se dire bon oui, on a de l'engagement environnemental, etc., mais c'est quand même lourd. Comment le vivre comme une opportunité finalement ? Alors je dirais déjà que l'opportunité, elle a été démontrée. Aujourd'hui, si on fait le parallèle avec la notation de crédit, qui est quand même ce qui régit aujourd'hui le coût du financement, toutes les entreprises qui ont une bonne cotation de crédit pilotent leurs engagements ESG. Et ça, c'est démontré. Donc, c'est-à-dire que pour atteindre un grade investment grade, toutes ces entreprises-là ont une stratégie ESG. Donc, comme quoi, et aujourd'hui, dans un contexte de taux comme on le connaît, où il y a des spreads de taux qui sont écartés, pouvoir avoir une bonne note de crédit, c'est fondamental. Donc, et donc, le pilotage de ces enjeux ESG contribue à avoir des financements à des meilleurs taux. Et contribue aussi, comme on l'a vu, à avoir du business. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est une opportunité et pas une contrainte. Alors Xavier, attendez, on a le temps, vous inquiétez pas. Emmanuel, juste une question. Les banques, systématiquement, quand vous contractez un prêt, que vous êtes une entreprise, vous demandent votre note ESG ? Alors systématiquement, elles ne vont pas demander une notation ESG, mais aujourd'hui, effectivement, tous les groupes bancaires s'intéressent au pilotage des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance des entreprises, et chacune peut avoir effectivement un questionnaire lié à ça. Le fait de présenter une notation permet d'avoir une documentation claire, transparente, structurée, qui du coup montre que l'entreprise s'est déjà engagée dans cette démarche et donc favorise l'accès au financement. Mais vous avez une agence de notation extra-financière et financière, mais est-ce que vous avez des TPE qui vous demandent de les évaluer ? Des PME, oui. Des TPE, on n'en est pas encore là, mais des PME, oui. Xavier, vous vouliez répondre ? Non, en fait, non, mais vous avez bien fait. Juste ajouter un point sur, j'allais dire, les intérêts objectifs et purement rationnels de se pencher sur ces sujets-là et de les faire avancer, même si ça peut paraître être une contrainte. C'est aussi le fait que ça participe à la marque employeur. Autour de moi, le nombre
d'entreprises qui ont en fait des difficultés à recruter est énorme. Et l'air de rien, tous ces sujets-là participent d'un discours de l'entreprise qui peut attirer des talents, qui peut fidéliser des talents dans l'entreprise, parce que c'est évidemment des sujets qui se traitent de manière très collective et en impliquant très fortement l'interne. Oui, et puis les jeunes générations demandent ça. Ouais, quand elles rentrent dans une entreprise. Et pas que, d'ailleurs. Enfin, oui. On a souvent tendance à résumer ça aux jeunes qui seraient force de mouvement, etc. Les générations plus anciennes se font aussi bouger, notamment par leurs enfants, mais par eux-mêmes, sur ça. Donc, Alors moi, je me pose une question. Comment se faire accompagner, en fait, là-dedans? Parce que c'est quand même très technique. Le CSRD, c'est quand même un truc... franchement très large, quoi. Il y a combien de critères, en fait? Il y en a beaucoup. L'obligation de reporting, elle concerne combien de critères? Alors des critères, il y en a beaucoup. C'est pour ça que je pense qu'effectivement la solution de se faire accompagner, notamment pour les premiers reporting, est effectivement nécessaire, parce qu'on parle de 1200 items au total. Donc 1200? Ouais, donc c'est pas neutre. Néanmoins, tout le monde ne doit pas répondre à tous ces critères-là. Il ne faut pas non plus voir le mal partout. Le cadre est très bien fait. Et puis surtout, la façon de se faire accompagner, je pense que va déjà dépendre de la maturité de l'entreprise, de la taille de l'entreprise et des moyens alloués également. Donc c'est extrêmement vaste. Il y a des cabinets de conseil spécialisés, il y a les experts comptables qui se sont saisis du sujet. Oui. Donc aujourd'hui, je pense que les dirigeants ne sont pas seuls face à ça. Oui, ils ont tous au moins un expert comptable. Exactement. Ça, je pense que le plus dur est de se lancer et en fait de voir où on se situe et où on se situe en fait par rapport à ses pairs et qu'est-ce qu'on a déjà mis en place et vers quoi on veut tendre. Et donc pour ça, il y a effectivement des cabinets spécialisés. Il y a BPI également qui s'est engagé sur le sujet. Enfin, tout le monde aujourd'hui se saisit de ces questions-là. Xavier ? Oui, la pluralité d'acteurs répond aussi à la pluralité de façons de s'emparer du sujet. Je suis complètement d'accord sur l'idée que en fait, le plus dur, c'est de démarrer, c'est de se lancer, parce que effectivement, quand ce n'est pas des sujets qu'on maîtrise, on peut avoir facilement tendance à le remettre en bas de la pile des priorités. Je pense que la première chose, c'est vraiment de se demander ce pourquoi on a un enjeu à bouger sur ce sujet-là. Est-ce que c'est un enjeu interne? Est-ce que c'est un enjeu de marché? Est-ce que c'est un enjeu philosophique ou de culture d'entreprise, etc., etc. Et ça guide un peu aussi, non pas uniquement le périmètre qu'on va traiter, mais ce par quoi on aborde le problème. Voilà, nous, en tant qu'agence conseil en communication, mais pas que, aussi sur les stratégies d'engagement et l'ensemble des démarches d'engagement, en fait, on a des gens qui, en face de nous disent, bon, par quoi je démarre? Et on n'est pas la réponse unique, c'est-à-dire qu'effectivement, derrière, il y a des alliés comme les experts comptables, comme ils peuvent l'être, qui, eux, vont apporter un élément de réponse, etc. Donc, tout l'enjeu, c'est vraiment de dégrossir le sujet et de démarrer. Le plus souvent, et c'est une des raisons pour lesquelles les entreprises ont du mal à bouger sur ces sujets-là, c'est qu'elles n'ont pas forcément la ressource en interne, ni pour piloter le sujet, ni même pour, savoir comment l'aborder. Et donc, se retourner vers ses partenaires existants, peut-être déjà, mais aller interroger différents types de partenaires et d'en discuter comme ça assez librement peut être une bonne façon aussi de se dire, voilà, je décide par quoi je démarre et par quel type de partenaire. Oui, parce que quand on s'est parlé, vous m'avez dit deux choses qui m'ont intéressée, plus que ça, mais vous m'avez dit deux choses qui, à mon avis, il faut qu'on partage avec le public. La première, c'est que il faut déjà regarder ce qu'on fait, parce que souvent les gens remplissent ce type d'obligation sans le savoir, déjà. Et puis vous m'avez dit un autre truc qui m'a amusé, vous m'avez dit c'est pas une stagiaire ou un stagiaire sur un coin de bureau qui doit piloter ça dans l'entreprise, c'est le dirigeant. Ouais. Absolument, sur les deux aspects, avec un point qui est fondamental, qui est que souvent quand on fait plein de choses sans forcément l'avoir formalisé très fortement, etc., qui sont venus s'empiler au fil des années, parfois par l'initiative de personnes de l'interne, parfois par des opportunités externes, etc.,
on n'a pas forcément le recul réflexif suffisant pour bien distinguer des choses qui ont des niveaux d'impact très différents. Et in fine, moi je suis assez frappé parfois. Donnez-nous quelques exemples concrets, pratiques, pour qu'on se rende compte. Un exemple très concret qui m'est arrivé il n'y a pas plus tard qu'un mois, d'un dirigeant d'une boîte de la tech qui m'expliquait qu'il avait mis en place le tri des déchets. Qui consiste grosso modo à mettre une poubelle de papier près l'imprimante, je caricature un peu mais on n'est pas loin, et en parallèle avait mis toute une démarche, avait structuré tout un dispositif d'égalité sociale dans l'entreprise et de développement des talents. Et je lui dis mais vous pouvez pas me raconter ça comme ça. En fait, pardon, mais le tri des déchets, s'il est absolument nécessaire et essentiel de le faire, il est très anecdotique dans votre fonctionnement. Donc faites-le, continuez de le faire, je ne vous dis surtout pas de l'arrêter, mais par contre, vous ne pouvez pas le mettre au même niveau que tout le programme dont qu'il était en train de me raconter un peu succinctement. Donc avoir aussi le regard extérieur, c'est être capable de remettre les bons niveaux d'impact sur les différents types d'initiatives qui peuvent être pris, et donc d'appuyer là où il faut appuyer prioritairement, et d'entretenir ce qui est déjà en place et mérite d'être continué. Mais voilà. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, tout à Après, fait. On va faire une petite séance de questions-réponses. Tout à fait. Ce que vient de dire Xavier, c'est vrai que c'est fondamental. Je pense que, notamment concernant les risques environnementaux, qu'on soit une entreprise du secteur du bâtiment ou qu'on soit une entreprise du secteur des services, l'enjeu à piloter n'est pas du tout le même. Et donc la priorisation de ce qu'on va mettre en place, parce que je pense qu'on est tous conscients que de toute manière, c'est de l'investissement, et dans un contexte tendu comme on le connaît, on n'a pas forcément non plus toujours envie de surinvestir sur des choses qui ne vont pas avoir un impact réel. Il faut absolument prioriser quels sont les risques qui sont les plus relevants pour mon activité versus ceux qui ont un impact négligeable au regard de notre secteur, quoi. Et ça, c'est fondamental. Merci à tous les deux. Alors, je vous propose de poser vos questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Franchement, n'hésitez pas. On est là. Enfin, nos deux speakers sont là pour répondre à vos questions, même les plus simples. Oui, il y a une question. Madame, c'est bon. Merci Je veux bien que vous vous présentiez. Oui, Yolande Blondet, j'accompagne à la transformation des entreprises à leur durabilité et je suis auditrice de durabilité. Je pense que ça peut être intéressant que vous apportiez une précision sur le fait que les théoriques 1200 indicateurs ne sont en réalité jamais exploités dans l'entreprise de par l'analyse de matérialité. Je pense que ça pourrait détendre on l'a un peu dit. J'aurais peut-être dû vous relancer, Emmanuel. Merci beaucoup pour la question. En effet, sur les 1200, est-ce que selon les entreprises, certains s'appliquent plus à telle entreprise que d'autres, à tel type d'entreprise? Oui, tout Comment à fait. ça marche? Non, c'est le cadre complet et très complet parce qu'il doit pouvoir répondre à toutes les entreprises. Mais en revanche, les questions auxquelles doivent répondre chacune des entreprises dépendent effectivement du secteur d'activité, vont dépendre du plan effectivement de l'entreprise. Donc encore une fois, l'objectif de la CSRD, c'est de mettre en place un plan sur du long terme, un plan de transformation. Donc l'objectif, c'est de s'améliorer et c'est de pouvoir évaluer cette transformation. Donc c'est pas de pouvoir répondre à tous les items et d'être bon sur tous les items. Très bien. Alors, oui, madame, peut-être vous pouvez passer le... Merci beaucoup. Nathalie Fussler, je suis la directrice environnement de la Confédération des grossistes de France. Donc je représente les entreprises du commerce de gros. J'avais une question par rapport à la responsabilité. Les entreprises qui sont soumises à la CSRD ont cette responsabilité de publier leurs rapports et de répondre à ces critères. Ensuite, elles vont interroger leur chaîne d'appro et donc demander aux entreprises qui ne sont pas concernées par cette CSRD. Et du coup, elles n'ont pas vraiment de moyens
pression, si je puis dire. Alors je comprends bien votre remarque de dire il est temps pour elles de monter dans le train, mais elles ne sont pas obligées par la CSRD, puisqu'elles sont, enfin, ces petites entreprises, notamment ces PME. Il me semble qu'il y a des risques de perdre le marché, quoi. Du coup, c'est-à-dire que l'entreprise qui vous commande, enfin votre client, en fait, s'adresse à quelqu'un d'autre qui sera un peu plus au taquet sur ces sujets-là. Enfin, j'imagine que c'est ça. Oui. Et puis là, pour le coup, c'est tout l'enjeu du dialogue partenarial et du dialogue entre parties prenantes, vraiment pour faire en sorte. Enfin, vous avez un rôle en fait hyper important à jouer pour réussir à les embarquer, justement en, j'allais dire, éclairant bien ce dont vous avez besoin de leur part. Et typiquement, c'est effectivement, merci pour la précision sur les 1200, parce que effectivement, dès qu'on voit la CSRD comme un sujet technique, on se met à distance et on ne fait plus rien. Si simplement on se demande comment on clarifie dans tout ce qu'on fait, comment on clarifie ce qu'on fait de bien, comment on identifie ce sur quoi il faut qu'on bouge, et après ça, comment on bouge, on ne voit plus tout à fait le sujet de la même façon. Donc je pense que votre enjeu, de toute façon, le calendrier est quand même relativement large, et on imagine que le régulateur ne va pas taper sur les doigts trop fortement de ceux qui ne seraient pas dans la plaque trop rapidement, dès lors qu'il y a eu un effort de diligence, puisque c'est ce qui est demandé. Donc voilà, donc vraiment l'enjeu c'est d'être en dialogue avec eux, et autant que possible, si vous pouvez faire si vous pouvez jouer le rôle de les embarquer par de la pédagogie et de la sensibilisation, voilà, ça peut être précieux. Oui, le rôle des organisations comme les vôtres qui regroupent finalement d'autres entreprises, c'est vrai que c'est intéressant. Et effectivement, beaucoup de grands comptes accompagnent leur chaîne de valeur sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de grands comptes qui ont depuis des années mis des programmes sur les questions qui leur sont les plus pertinentes pour permettre à leurs fournisseurs de pouvoir répondre, être à même à répondre à ces sujets-là. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Alors on va clôturer. Vous vouliez rajouter quelque chose? En fait, je suis en train de réaliser qu'il y a un point qu'on n'a pas, on n'a même pas utilisé le nom, et pourtant c'est un audio jargon, donc ça aurait été dommage de ne pas l'utiliser. Encore une fois, pour dézoomer des 1200 critères, un des points principaux de la CSRD, en tous les cas, vraiment très important, c'est l'analyse de double matérialité. Alors dit comme ça, pareil, ça fait flipper tout le monde normalement. Vous m'avez perdu là. Ouais, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, et c'est de comprendre quel impact on peut avoir sur son environnement et dans son écosystème, et à l'inverse, quel impact cet écosystème peut avoir sur l'entreprise en termes de risques, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que même si on ne la fait pas techniquement, et elle n'est pas forcément compliquée à faire, mais même si on ne la fait pas, de simplement avoir un temps de réflexion sur concrètement quels sont mes impacts et comment je me positionne par rapport à ça, c'est déjà, je ne vais pas dire 80% du boulot, mais vraiment une énorme étape de franchie. Et j'allais dire, si simplement vous avez structuré la façon de répondre à cette question, en fait, vous avez déjà mis vous aurez avancé d'un grand pas sur ces questions-là et sur la CSRD. Vous ne croyez pas que c'est déjà beaucoup le cas quand même? Les entreprises se posent la question beaucoup quand même. Si, justement. Alors souvent, parfois de manière pas suffisamment formalisée, mais en fait beaucoup. Et c'est pour ça qu'en fait on dit, et c'est l'idée de ce talk est vraiment venue de ce que Emmanuel et moi entendons de plus en plus des patrons se dire « Ouh là là, mais en fait je suis en train de me rendre compte qu'indirectement je suis concerné, mais alors comment je fais ?» etc. Et il y a un effet tétanisant de cette directive, effectivement des critères, mais pas que. Et en fait, ce qu'on dit, c'est justement, vous avez probablement bien plus avancé que ce que vous ne pensez. Maintenant, il s'agit peut-être de clarifier un peu tout ce sujet-là, et puis surtout de réussir à le faire avancer. Faute de staffing interne, faute parfois d'accompagnement, et parce qu'il y a plein d'autres priorités dans l'entreprise, on le met un peu de côté, et nous on dit juste attention, ne le mettez pas trop de côté. Voilà. Vous alertez. Prenez ce sujet-là, faites-le avancer, et vous allez voir, d'abord ça fait pas si mal, et par contre ça peut faire beaucoup de bien. Emmanuel, un dernier mot? Et puis ça donne beaucoup de sens à tout ce qui est fait dans l'entreprise. Je pense que c'est vraiment des sujets qui sont extrêmement vertueux. Vertueux, on l'a dit, pour le business. Vertueux pour l'accès au financement.
Vertueux pour le recrutement, et je pense que c'est quand même les 3 piliers fondamentaux des entreprises, hein, les hommes et les femmes qui la composent, le financement pour pouvoir continuer à croître, et puis le fait qu'on doit s'inscrire quand même dans un changement environnemental aujourd'hui où on est tous confrontés, et si on veut que notre business soit durable, il faut quand même penser à notre environnement, et je pense qu'aujourd'hui tout le monde en est conscient de ça. Et donc le fait de faire ce travail-là permet en fait uniquement de retranscrire l'aspect vertueux de son entreprise. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Merci à tous les deux, merci beaucoup. Merci. Alors, on va enchaîner. Merci à vous.